En allant me balader sur la banquise ce matin, par exemple, j'ai croisé des manchots empereurs, des manchots Adélie qui sont venus à quelques dizaines de mètres de moi et qui du coup sont aussi curieux en me voyant passer que moi en les regardant. Bonjour et bienvenue chez Papa Maman Tout va bien. Alors certaines d'entre vous aiment bien mes introductions de 2 minutes où en quelques secondes on en apprend énormément sur un pays. Eh bien pour cette intro, j'ai mis le paquet parce que voilà 20 infos sur notre continent du jour, l'Antarctique. Et oui, déjà ça c'était une info, l'Antarctique c'est un continent, ce n'est pas juste un glaçon qui flotte, l'Antarctique c'est une énorme île avec de la glace par-dessus. En fait l'Antarctique c'est 2 fois la surface de l'Australie, et oui évidemment l'Antarctique c'est plus grand que l'Europe. C'est aussi le continent le plus élevé du monde, 2500 mètres d'altitude en moyenne sur tout le continent, avec un pic à 5000 mètres d'altitude, c'est l'altitude du mont Kenya pour vous situer un petit peu. En comparaison, l'Europe a seulement 300 mètres d'altitude en moyenne. C'est aussi le continent où il neige le plus, étonnant, chaque année, des milliards de tonnes de neige se déversent sur l'Antarctique. L'Antarctique, c'est 80% de réserves d'eau douce de la planète et ce serait bien qu'elle reste là-bas. Parce que oui, penser Antarctique, c'est avant tout penser réchauffement climatique, c'est à un pôle, ça fond. Mais en fait, comparé au Groenland, ça va. Ou bien ça allait. Les scientifiques étaient moins inquiets que pour leurs cousins du Nord, mais ça c'était avant l'hiver 2023. Car cet hiver, la banquise a atteint son plus bas niveau depuis le début des relevés. 2,5 millions de kilomètres carrés de glace ne se sont pas reformés pendant l'hiver. Ça représente 5 fois la taille de la France, qui n'est pas devenue de la glace. Alors, c'est pas compliqué, certains scientifiques disent même qu'il est trop tard pour sauver l'Antarctique, qui va continuer de fondre jusqu'à au moins 2100. Et la conséquence de ça, c'est que si ce gros glaçon de 30 millions de kilomètres cubes fond entièrement, il restera peut-être la tour Eiffel qui dépasse. Bon, on arrête, ça angoisse, et ici on n'est pas là pour angoisser, on est là pour ce qui est mignon et doux et trop gnon comme des manchots empereurs. Des petits bébés trop mignons, cette espèce endémique de l'Antarctique, comme le manchot Adélie, évolue un peu partout autour de l'Antarctique, au milieu de 12 millions de petits soldats, toujours trop doux et trop gnon. Alors un dernier fun fact, les colonies d'empereurs et les colonies d'Adélie, ça fait du bruit et ça pue, comme dans un poulailler. Allez, aujourd'hui je vous emmène sur un continent sans aucun habitant permanent, sur le terrain de jeu de l'aventurier français Mathieu Torder, sur l'éprouvette XXL de 23 Français, seul résident français du continent pendant l'hivernage. Oh d'ailleurs, j'en ai rencontré un, et il est là, Valentin Guillet, opto-électronicien lidariste. Ouais, j'ai rien compris non plus, mais il va nous raconter ce qu'il a vu, goûté, appris en Antarctique, le continent blanc. Bonjour Valentin. Bonjour. Alors tu es actuellement en Antarctique, donc tu confirmes que tu es à quelques mètres de Manchot, Empereur et Adélie. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu vois, comment c'est? Est-ce qu'on peut venir avec toi en Antarctique? Alors oui, les manchots Adélie, en fait, ils sont arrivés il y a quelques jours sur la station du Mont d'Urville qui est passée en phase été. Et du coup, en fait, les manchots Adélie, il y en a plusieurs centaines, plusieurs milliers sur notre île, la petite île des Pétrels sur laquelle nous vivons. Du coup, oui, les manchots Adélie, ça pue. Les manchots empereurs aussi. En fait, les manchots empereurs, ils sont un petit peu plus loin, ils sont à un petit kilomètre de la station, sur la banquise et un petit peu au-dessus, sur une île qu'on appelle le Nunatak. On va les voir de temps en temps, et eux aussi ils puent et ils font pas mal de bruit. Est-ce qu'on peut s'imaginer être avec toi là, si on ferme les yeux, tu peux nous raconter ce que tu vois avant qu'on commence l'enregistrement, tu me parlais d'une banquise à perte de vue. Est-ce que tu peux nous emmener là où tu es actuellement? Alors oui, si je regarde par la fenêtre, je vois une énorme banquise, une énorme glace de mer qui s'étend à perte de vue, tout en blanc et quelques petites îles rocailleuses qui dépassent. Je vois beaucoup de neige aussi qui recouvre le continent. Donc l'île des Pétrels sur laquelle nous vivons, elle est juste attenante au continent, elle est vraiment juste à côté. À 5 km du continent en fait, c'est une petite île à peine 1 km carré sur laquelle est implantée notre station, et donc il y a plein de bâtiments qui sont autour de moi.
Et si on regarde un petit peu autour, du coup il y a les petites colonies de manchots qui s'installent, les petites colonies de manchots de manchots Adélie, pardon, qui s'installent du coup en ce moment sur les cailloux. Alors chacun va construire son nid pour pouvoir du coup se reproduire pour cet été. Pour construire leur nid, en fait, ils vont chercher des petits cailloux qu'ils transportent avec leur bec. Bon, tu disais trop doux, trop gnon. Ouais, les manchots Adélie, c'est plutôt je marche très vite et je grogne la plupart du temps. Du coup, ça fait pas mal de bruit. C'est assez sympathique pour dormir, mais voilà, on s'y habitue très très vite et du coup, voilà, ils vivent tout proche de nous. C'est fréquent que, en allant me balader sur la banquise ce matin, par exemple. J'ai croisé des manchots empereurs, des manchots Adélie qui sont venus à quelques dizaines de mètres de moi et qui du coup sont aussi curieux en me voyant passer que moi en les regardant. Voilà, c'est un petit peu le paysage que j'ai depuis un an sur la station. Oui, j'ai oublié de préciser, toi tu es là depuis un an et tu parlais d'aller te balader sur la banquise. On peut aller se balader comme ça et qu'est-ce qu'on ressent quand on est au milieu du blanc partout, quoi? Comment on se sent? Comment on se sent quand on voit du blanc? Je pense que c'est quelque chose que je me posais comme question avant de venir. Du blanc, il y en a plein en fait. Il y a plein de nuances de blanc. Et en fait, on apprend sur l'année à apprécier les différentes nuances, les différentes teintes, les camailleux de blanc. En fait, c'est vraiment des dégradés permanents avec des fois ça tire un petit peu sur le bleu quand c'est des icebergs. Et en fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on se balade là-dessus? En fait, on se sent vraiment tout petit. Enfin, je me sens tout petit quand je me balade sur la banquise parce que en fait, là où on a créé un petit oasis de vie où on est capable de vivre un an avec tout le confort nécessaire pour non pas seulement survivre mais vivre en fait correctement pendant un an. Si on s'éloigne un petit peu, en fait, on fait pas le poids face à la nature et face à tout ça. Et quand il fait beau, c'est très agréable d'aller marcher. Il fait pas très 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 froid en ce moment. Aujourd'hui, il fait moins 12 degrés, ressenti moins 20 à peu près. Donc c'est très agréable et bon c'est pas très différent de ce qu'on pourrait ressentir en allant se balader à la montagne, si ce n'est les points de vue qui sont quand même très différents et très plats en fait. Mais par contre en fait quand les conditions météo sont vraiment dantesques, là on se dit qu'on est bien content d'être dans nos bâtiments au chaud et que si on sort dehors on va tenir 2 heures, 3 heures, 4 heures mais pas plus quoi. C'est vraiment très très fort comme émotion de sortir les premières fois, de s'éloigner, d'aller à 10 km de la station au plus loin. C'est vraiment très très fort. En fait, c'est un tout petit écosystème dans lequel on vit et c'est vraiment notre petit chez nous qu'on apprend à découvrir et à apprécier avec toutes ces contraintes et c'est vraiment très très chouette. Du coup, tu es autorisé à aller te balader. J'imagine qu'il y a des questions de sécurité pour éviter les tempêtes ou quoi. Tu peux aller tout seul te balader vers le continent? Alors oui, j'ai le droit d'aller me balader tout seul, mais j'ai pas un grand périmètre. J'ai le droit de faire le tour de ma petite île des Pétrels. Donc vraiment, c'est pas très long quoi. Le tour, il doit faire 3 km à peine. Par contre, dès que je veux m'éloigner un petit peu plus loin, c'est plus compliqué. Il faut être à deux. Nécessairement, de toute façon, où que j'aille, il faut prendre une radio pour pouvoir prévenir que je vais sur la banquise. Et du coup, on communique comme ça par radio sur la station. Donc la radio, on l'a toujours dans la poche, elle est toujours allumée, au moins la journée, même parfois la nuit, pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et du coup, on est aussi très dépendant de la météo. Comme je disais, le beau temps permet de sortir, mais par contre, dès qu'il y a beaucoup de vent, alors quand on parle de vent, ici on parle de vents qui peuvent aller à 40 nœuds, 50 nœuds. Une tempête ici c'est minimum 50 nœuds pendant 3 heures de temps d'affilée. Donc 50 nœuds ça fait à peu près 90 km/h, donc 90 km/h de vent moyen. Ça veut dire des rafales à 100, 110, 120, 130 km/h. Et en fait les plus grosses tempêtes qu'on a eues c'est des rafales à 200 km/h où là on tient pas debout. On voit pas ses mains s'il neige en même temps et là on est bien content de rester au chaud et quand il faut aller manger et quitter un bâtiment pour aller dans un autre,
Là, c'est toute une épopée et des fois on se demande si on a vraiment faim parce que en fait, faire les 50 mètres ou les 100 mètres qui nous séparent d'un bâtiment, c'est vraiment toute une histoire. C'est vraiment très particulier à vivre. Et là, vraiment, on se sent tout petit et on a du mal à respirer. Et franchement, faire 50 mètres, c'est bien. Par contre, je ferais pas 1 kilomètre, quoi. Donc là, c'est vraiment très particulier. Et donc là, évidemment, les consignes de sécurité sont fortes. Et quand on veut s'éloigner encore plus loin, quand on veut aller à 5-10 kilomètres, bah là, on n'a pas le choix. Il faut prendre un téléphone Iridium, un GPS et s'assurer que la météo est bonne et avoir l'aval de notre chef de district qui autorise ou non les sorties en fonction de la météo. Et en fait, il y a des zones. Zone 1, on peut sortir tout seul. Zone 2, il faut aller à 2. Et zone 3, il faut être 3. Minimum. Donc voilà. Incroyable cette anecdote sur les tempêtes. Merci pour ces petites précisions. On va recommencer par le commencement. On va reparler de ton arrivée depuis la France. Comment on vient chez toi dans la station du Mont-d'Urville, tu l'as dit, où actuellement il y a 23 personnes seulement, 23 Françaises seulement. Comment on fait pour venir chez toi et est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée? Comment ça a été? Tu as vu tes premiers icebergs? Tu as eu peut-être ton premier mal de mer dans l'océan Antarctique? Raconte-nous. Comment on vient en Antarctique? Bah déjà, en fait, il faut savoir qu'on ne peut pas venir en Antarctique comme ça pour le plaisir. En fait, l'Antarctique, c'est une terre de science et de paix d'ailleurs. Et du coup, en fait, moi, pour venir en Antarctique, c'était pour réaliser une mission scientifique. Mais en fait, pour venir, du coup, c'est toute une épopée aussi. C'est vraiment une grande histoire. Donc, il faut déjà être sélectionné pour venir parce que, bah, du coup, c'est un boulot. Donc, il faut être sélectionné pour venir. Et ensuite, bah, donc passer des entretiens, tout ça. Et ensuite, il faut passer une visite médicale parce que, ben, la vie ici, il faut quand même être en bonne santé parce que on est loin des secours et donc il faut quand même être en bonne santé. Mais une fois qu'on a passé tout ce parcours du combattant, on peut le dire, pour venir. En fait, moi je faisais partie des premiers à arriver sur la station. Donc je suis parti de chez moi le 1er novembre 2022. En train pour rejoindre Paris, puis l'avion jusqu'à Melbourne, et en fait à Melbourne, encore un dernier avion le lendemain jusqu'à Christchurch, donc en Nouvelle-Zélande, pour un confinement. Après 10 jours de confinement, ça y est, on va pouvoir partir. Moi, je suis parti en avion, donc un avion militaire qui m'a amené jusqu'à la station américaine, la station McMurdo, et là je sors. Et en fait, instantanément, la moustache, la barbe, les poils de nez qui gèlent, et le blanc presque aveuglant en fait, et la lumière, puisque en fait le soleil était levé, et en fait on est resté 8 heures, il était 22 heures quand on est parti de la station, mais le soleil était encore levé, quoi. Et donc là c'est assez dingue. La banquise, on s'est posé dessus, donc c'est très plat, mais en fait autour il y avait des grandes montagnes, et même un volcan qui était en activité. Donc là, on profite un petit peu dehors, mais en fait on sort 5 minutes et on a froid, quoi. On a froid et du coup là c'est mes premiers pas en Antarctique. Mais du coup derrière, il fallait aller sur une autre station. Donc là encore un avion, mais là on change de taille, on passe sur un tout petit avion, et cet avion du coup il nous amène sur la station italienne, la station Mario Zucchelli. Le lendemain matin, le lendemain midi, on reprend le même avion. Il y avait aussi une trentaine de personnes, des scientifiques qui venaient juste pour l'été et qui du coup étaient avec nous dans l'avion et qui étaient eux très habitués de l'Antarctique puisqu'ils viennent quasiment tous les ans. Et là, la station du Mont-d'Urville, à ma droite, je la découvre de loin, à quelques centaines de mètres d'altitude, et là je me dis waouh, c'est là que je vais passer la prochaine année de ma vie. C'est tout petit et autour c'est blanc. C'est blanc. Alors je vois la mer aussi parce que du coup la banquise avait commencé à bien être cassée à ce moment-là. Donc je vois l'océan Antarctique, donc un bleu saisissant et le blanc à côté. C'est vraiment une sensation assez forte. Puis arrive la reconnaissance de la piste, puis l'atterrissage. Et donc là, encore un petit voyage, donc on change de moyen de transport. Là, on prend une espèce de dameuse qui, du coup, nous descend
sur la côte en fait, puisqu'on a atterri un peu à quelques kilomètres sur le continent. Donc il faut descendre sur la côte. Un nouveau moyen de transport encore, la motoneige, parce que la banquise elle est pas assez épaisse et assez solide pour tenir un gros véhicule. Et là on va, je sais pas, à 20-30 km/h sur la banquise. Et là on ralentit, je comprends pas pourquoi au début. Et là je regarde à droite et je vois des manchots empereurs. Et là bah du coup je commence à pleurer parce qu'en fait bah, c'est un peu ce que je suis venu chercher. Et en fait ils sont juste majestueux, incroyables. Et ils marchent vers le bord de la banquise pour aller sans doute manger. Ils sont impériaux en fait. Ils sont très posés, très calmes. Ils avancent pas très très vite, mais ils avancent doucement, mais sûrement. Et c'est juste incroyable de voir pour une fois une nouvelle couleur après le blanc, un peu de jaune en fait, le jaune qu'ils ont sur leur cou. Les couleurs en fait c'est assez incroyable. Et là du coup les larmes qui coulent et le vent et le froid et les larmes qui gèlent. Et du coup bon là c'est vrai, c'est pas très agréable non plus, mais c'est un sentiment assez fort. Et là du coup on arrive sur l'île des Pétrels, on arrive au dortoir. Et là du coup on arrive au séjour, donc le lieu de vie en fait. Et donc là, je découvre en fait mon prédécesseur qui m'accueille les bras ouverts. En fait, on se connaissait déjà. Et du coup, il me propose un verre. Et là, je sens que mon année commence et que l'aventure commence. Mais on se rend compte dans ta description à quel point c'est loin, parce qu'on parle de plus de 15 heures d'avion. Je sais même plus les chiffres précis, mais ouais, on se rend compte à quel point c'est loin. Toi, tu es venu travailler, tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi et puis toutes les personnes qui sont venues, sont venues travailler, donc il y a 6 chercheurs actuellement avec toi. Qu'est-ce que toi tu fais? Pourquoi tu as besoin d'être au sud? Tu as dit que tu étais venu voir les empereurs, mais tu n'es pas venu que voir les empereurs. Est-ce que tu peux nous dire avec des mots d'enfant ce que tu fais? Alors oui, moi je suis optoélectronicien lidariste, mais avec ça on est bien avancé. Alors moi mon rôle en tant que scientifique c'est de faire en sorte qu'un instrument un peu magique qu'on appelle lidar fonctionne le mieux possible et le plus souvent possible. Donc cet instrument en fait c'est un gros laser que je dirige vers le ciel et qui me permet de récolter des infos sur la composition de la stratosphère. Donc en fait la stratosphère c'est au-delà de 10 km d'altitude en gros, au-dessus des avions en fait. Donc entre 10 et allez on va dire 40 km d'altitude. Donc je pointe un gros laser vers le ciel et je mesure ce qui se passe là-haut. En fait ça permet à terme d'étudier la couche d'ozone. La couche d'ozone, on sait qu'elle est impactée par les activités humaines peut-être. Enfin pas peut-être en fait c'est sûr. Mais aussi par d'autres choses, par des cycles naturels, de la chimie qui se passe dans la stratosphère. Et du coup, il faut bien comprendre ces phénomènes parce que la couche d'ozone, c'est important. C'est ce qui protège du coup des rayons ultraviolets, mais c'est aussi ce qui empêche à une partie de la lumière, du coup les ultraviolets, d'arriver sur le continent. Et l'Antarctique en particulier, s'il y a beaucoup de lumière qui arrive dessus, ça va faire fondre l'Antarctique. Et comme tu le disais, on n'a pas vraiment envie que l'Antarctique fonde parce que c'est plusieurs dizaines de mètres de montée des océans qui peuvent advenir à terme sur les quelques siècles à venir. Et ça, on n'a pas envie. Donc en fait, on essaye de comprendre la physique et la chimie qui se passe là-haut. Et pour ça, moi, mon boulot, c'est de faire des mesures la nuit, quand il n'y a pas trop de lumière pour pas gêner mes détecteurs, parce qu'en fait, j'envoie de la lumière à 40 km d'altitude, mais du coup, il y a pas beaucoup de lumière qui redescend. Et du coup, il faut qu'il fasse nuit, mais vraiment nuit, pour pouvoir faire des mesures de qualité. Mon instrument, il est au sud, mais en fait, il y a des instruments comme le mien, il y en a un peu partout sur la planète. Ça fait partie d'un grand réseau. Et en fait, en multipliant du coup les instruments et les données, on va pouvoir du coup mieux connaître l'atmosphère et du coup être capable de décrire ça avec des modèles. Mais moi, en fait, je suis le premier maillon de la chaîne. Je suis celui sur le terrain qui fait les mesures, qui les envoie au labo, et après le labo, du coup, il va faire des analyses sur plusieurs années de mesures pour pouvoir tirer des conclusions. La science,
ça rime avec patience. Il faut du temps pour faire de la science. Et voilà, donc c'est dans ce cadre-là que moi je suis arrivé au sud. Mais il y a plein d'autres scientifiques qui font plein d'autres sujets, qui étudient les manchots, qui étudient la glace, qui étudie la sismologie, qui étudie le champ magnétique terrestre, etc., etc. Il y a vraiment plein de sujets différents et on est 6 scientifiques pour 23 personnes. Donc là, c'est le moment où moi je rends hommage à mes collègues non scientifiques. Bon, je rends évidemment hommage à mes collègues scientifiques, mais je rends aussi hommage à mes collègues non scientifiques, l'équipe technique et évidemment toutes les personnes qui gèrent la logistique sur la station, parce qu'en fait, sans eux, on peut pas travailler, en fait, on peut pas faire de science. Donc en fait, c'est vraiment une équipe complète qui travaille de concert pour que tout se passe bien. Ouais, donc dans l'équipe, il y a un informaticien, il y a des techniciens, il y a des cuisiniers, boulangers. Donc il y a ces 17 personnes qui travaillent en fait pour vous, pour qu'il y ait 6 scientifiques qui fassent leurs diverses mesures, c'est ça? Exactement. En campagne d'été, il y a un peu plus de scientifiques parce qu'il y a des programmes qui peuvent se faire plus l'été, mais par contre l'hiver, ouais, voilà, c'est les programmes scientifiques. Du coup, on en a plusieurs, on en a plus que 6 en fait, mais certains gèrent plusieurs programmes et d'autres gèrent plusieurs instruments. Et en fait, avec toutes ces personnes-là, on arrive à produire des données quasiment sans discontinuer depuis plus de 50 ans. Et ça, c'est vraiment une très belle chose en fait, puisque il faut accumuler beaucoup de données pour pouvoir tirer des conclusions. Et du coup, c'est vraiment très très chouette de pouvoir travailler avec ces personnes-là qui donnent de leur temps et de leur énergie pour nous aider. Et ça, c'est indispensable et c'est vraiment très 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 chouette de leur part de nous donner toute cette énergie, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Mais justement, parlons-en de ces 23 personnes qui sont plus ou moins jeunes, hommes, femmes, réunis dans une maison avec peu d'espace autour, un cycle de vie perturbé par l'environnement. Ça ressemble beaucoup à la présentation de Secret Story, dont d'ailleurs le casting pour une saison en 2024 vient d'ouvrir. Est-ce que c'était Secret Story? Est-ce que c'est Secret Story à la station? Quel est ton secret, Valentin? Quel est mon secret? J'ai l'impression d'être au confessionnal. Alors en fait, c'est vrai que dit comme ça ressemble pas mal à Secret Story. Et en vrai, il y a quelques similitudes. En fait, il faut apprendre à se connaître parce qu'en fait, on se choisit pas avant de venir. On se connaît à peine avant de venir. On s'est rencontrés pendant 5 jours dans un séminaire, le séminaire des hivernants, où on a pu passer quelques temps ensemble. Mais en 5 jours, on ne connaît absolument pas les gens. Et du coup, il faut apprendre à se connaître, à vivre ensemble, à découvrir et accueillir les qualités et les défauts de chacun, et puis à savoir un peu s'effacer aussi derrière le groupe quand c'est nécessaire, et puis au contraire savoir s'imposer, s'affirmer dans le groupe pour amener des activités, de la diversité. Et ça, c'est vraiment très très intéressant de trouver sa place dans le groupe. Alors chacun a ses petits secrets, ses petites anecdotes qu'on finit par toutes et tous connaître à la fin de l'hiver. Évidemment, on commence à se connaître et encore il y a des choses qu'on découvre aujourd'hui les uns des autres. Et moi, est-ce que j'ai un secret? Ouais, j'ai un secret. Moi, mon secret, c'est que je suis malvoyant, et ça, c'est un secret un peu intéressant dont je peux peut-être parler. Être travailleur handicapé, c'est quelque chose qui existe dans le monde du travail. Et en fait, moi, mon handicap, c'est de pas voir très très bien. Alors, on me dira pourquoi tu as choisi l'optique et l'instrumentation optique dans ta vie. C'est vrai qu'on pourrait se poser cette question. Je dirais que peut-être par défi, par envie de faire du coup de mon handicap une force et de tester mes limites. N'empêche que tout ça, ça marche quand même plutôt bien, et en fait, même en ne voyant pas si bien que ça, j'arrive à faire des choses qui sont plutôt chouettes. Et preuve en est que ça m'aura amené jusqu'en Antarctique, et mon handicap n'est absolument pas un poids pour mes collègues ou pour moi-même d'ailleurs sur la station. C'est tout à fait adapté, et je pense que c'est un message important en fait, parce que ok, il faut être en bonne santé pour venir, c'est-à-dire ne pas avoir de risque de santé, mais par contre mon handicap, c'est quelque chose de stable et de facile à vivre, au sens où ça ne demande pas de
très grosses adaptations. Et ben à partir de là, c'est tout à fait ouvert et moi je remercie l'Institut Polaire qui m'embauche de m'avoir permis de venir malgré tout ça. Ça a marché sans problème et ça c'est quand même plutôt chouette. Donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse. Voilà mon secret. Ouais, bah c'est important de le dire, c'est très encourageant, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah, ils veulent des gens parfaits avec du 25 sur 10, comme pour les pilotes d'avions de chasse, par exemple pour l'aviation, mais pour tous les autres niveaux. Et toi, tu dis que non, il faut être stable et ne pas avoir de problème sur place, quoi. Mais si t'as pas ce risque-là, tu peux être sélectionné. C'est exactement ça. Du coup, on va revenir sur l'ambiance. Comment c'était l'ambiance? Oui, donc j'ai un ami, donc bonjour Thomas, qui m'a dit, il faut absolument que tu poses cette question. Est-ce que vous vous explosez la tronche le soir avec de l'alcool? Voilà, donc c'est la question de Thomas. Est-ce que tu peux y répondre et nous enlever ce questionnement? Alors sur l'ambiance, déjà, l'ambiance est quand même très orientée travail. Hein. En fait, il y a toujours quelqu'un qui bosse. Mais en fait, ça n'empêche pas d'organiser de bons moments. Souvent, en fait, le samedi soir, on fait une petite soirée à thème. On se déguise parfois. Et ça permet de décompresser un peu de la semaine de travail. Et puis on joue, on organise des petites conférences le jeudi soir. Enfin, on a toujours des activités. Des fois, on fait des repas à thème, etc. Donc sur l'ambiance, franchement, elle est bonne, quoi. Je pourrais détailler si tu le souhaites. Et sur l'alcool, en fait, l'alcool c'est quand même un vrai sujet. Alors certains diraient que oui, ça arrive qu'on s'expose la tronche. Bon, c'est quand même très très rare et c'est aussi peut-être une vision un peu datée des expéditions polaires où peut-être que par le passé ça a pu être plus présent. L'alcool, bon, ok, il est présent sur la station, on a des quotas qui n'existent quand même pas en métropole. On a des quotas par personne par semaine, qui fait que du coup on peut pas sortir autant d'alcool qu'on veut. On n'a pas le droit non plus d'en amener autant qu'on veut dans nos bagages, donc il y a quand même des restrictions. Et en fait tout ça s'explique parce que en fait on fait toutes et tous partie d'équipes, l'équipe médicale, l'équipe pompier ou l'équipe rescue. Et ces équipes-là, en fait, c'est des équipes pour lesquelles on est formé, certains en amont, d'autres sur place, pour pallier aux problèmes. Donc les problèmes médicaux, quelqu'un qui fait un malaise, quelqu'un qui je sais pas moi, qui fait un arrêt cardiaque, c'est déjà arrivé. Quelqu'un qui, pas cette année, hein, quelqu'un qui du coup a un problème de santé, en fait il faut quand même garder ses moyens, disons une certaine capacité à réagir en cas de problème, un feu qui se déclenche, un problème à la centrale électrique ou du coup, je sais pas moi, au hasard, on n'arrive plus à pomper d'eau dans l'océan pour refroidir les moteurs qui nous produisent de l'électricité, enfin les générateurs pardon qui nous produisent de l'électricité, on va vite être embêté. Du coup, en fait, il faut quand même pas trop perdre ses moyens et être le plus efficace possible en permanence. Donc on profite bien, on passe des bons moments et on reste raisonnable. Donc l'alcool, c'est avec modération. Eh bien, j'espère que Thomas sera satisfait de cette réponse. J'espère aussi. Parlons un peu Internet. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'est Netflix? Alors, votre débit Internet depuis 2 ans est passé à 3 mégabits. Avant, c'était moins, mais ça reste très très peu. La preuve, on a peut-être un petit peu de mal à se faire un appel et ça grésille peut-être un peu. Comment c'est Internet? Est-ce que ça fait 1 an que tu n'as pas été regarder une vidéo de bonne qualité en ligne, par exemple? Alors, moi, j'ai une petite question pour toi. C'est quoi les dernières séries un peu hype? Alors, je suis pas très consommateur de séries, je t'avoue. Je suis désolé, je pourrais pas répondre à ta question. De quoi les gens parlent? C'était une blague, hein, mais c'était pour te dire qu'en fait ici on regarde pas de séries clairement, enfin en tout cas pas sur Netflix. Le débit vidéo c'est chaud. Moi les vidéos quand j'en regarde ici, je les charge en 144p, donc c'est tout pixelisé, tout moche, mais c'est pas grave. Il faut un peu de temps pour qu'elles chargent, donc ouais, c'est vraiment pas les choses qu'on fait ici. Alors heureusement, on a une banque de films qui nous permet de regarder quelques films de temps en temps. Et en fait, ici, on est assez déconnecté de tout ça. Du coup, 3 mégabits, il faut se le partager à
à 23, avec évidemment le débit science qui est important, hein. Mine de rien, on envoie pas mal de données, donc c'est un débit qui est surtout axé travail, mais mine de rien, on arrive quand même à passer des appels. Alors ok, ça grésille un peu, mais on arrive à passer des appels et même de temps en temps des visios. Mais du coup, il faut réserver des créneaux, il faut se partager. Il y a des créneaux où c'est interdit d'utiliser Internet parce que bah du coup la météo est prioritaire parce qu'ils ont besoin de télécharger le modèle pour nous annoncer la météo du lendemain. Du coup, ça c'est important et donc ils ont des créneaux privilégiés pour eux et c'est tout à fait normal. Voilà, enfin ce qui est cool, c'est que bah du coup le soir on dispose quand même un peu plus d'internet et du coup on peut faire des appels WhatsApp et puis même on peut aller publier un petit peu des photos sur les réseaux sociaux ou bah comme moi tenir un blog, ce qui permet du coup de partager des articles, des photos, des textes et pouvoir raconter un petit peu cette aventure un peu hors du commun qu'on n'a pas tous l'occasion de vivre. Enfin moi c'est sans doute l'aventure d'une vie et c'est vraiment important de tenir ce petit journal de bord avec des et puis ça permet aussi de donner des nouvelles sans avoir à appeler tout le monde parce que j'avoue que le contact avec l'extérieur c'est pas toujours facile parce que ici on est très on va dire on vit une expérience assez folle et c'est vrai que la vie en métropole, le rythme en métropole, tout va très vite en métropole par rapport à ici sans doute et du coup les relations, la communication peut être des fois un petit peu difficile avec l'extérieur. Du coup en fait un bon moyen de donner des nouvelles sans avoir à appeler tout le monde, bah, c'est de publier des articles et comme ça on reçoit des petits commentaires, on dit que tout va bien et puis c'est chouette. Mais après les relations restent bonnes à l'extérieur, hein, mais c'est juste que bah du coup bon, je pense qu'on a tous et toutes envie de vraiment profiter au maximum de notre aventure et du coup bah on met un petit peu entre parenthèses notre vie en métropole avec plus ou moins de poids pour chacun. C'est plus ou moins facile à vivre, ça dépend des personnes. Pour moi ça va. Enfin en général, il y a des petits moments où les amis manquent, la famille manque. Si on veut suivre tes aventures, ton blog c'est valantarctique.fr, donc valantarctique.fr, et on peut suivre un petit peu tes informations. Donc on parlait d'internet et du point qui était un peu compliqué, et là tu parles de la famille. Quelle a été la chose la plus dure pour toi? Donc je parle tant sur le plan sur place, qu'est-ce qui a été dur, mais aussi à distance. Donc tu parles de la famille, est-ce que c'est ça, ou alors est-ce que c'est le fromage qui te manque par exemple? Voilà, qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette expérience qui touche bientôt à sa fin? Alors moi je suis pas un gros mangeur de fromage donc de ce côté-là ça va, je m'en sors plutôt bien. C'est vrai que ouais la famille peut manquer par moment. Après bah, en venant c'est aussi un choix qu'on fait de partir et donc même si on sait que ces personnes-là vont nous manquer, nos proches, notre famille, nos amis vont nous manquer, bah en fait on accepte un petit peu le truc et comme on vit un petit peu éloignés les uns des autres, bah du coup en étant aussi loin, en fait on donne un petit peu tout pour l'expérience qu'on vit sur place et du coup bah ça fait que du coup les relations à distance peuvent devenir un petit peu plus compliquées et donc en fait ben moi j'ai pas forcément mis beaucoup d'énergie dans le fait de garder énormément de relations avec tous mes amis et puis ma famille au sens où en fait je sais qu'en rentrant on se retrouvera. Alors évidemment on prend des nouvelles régulièrement les uns des autres mais l'idée c'est pas de passer trop de temps là-dessus et de vivre à l'extérieur, c'est plutôt de profiter vraiment de cette expérience qui est sans doute bah ouais comme je le disais sans doute l'une des expériences phares de ma vie en tout cas jusqu'ici et donc en fait j'ai envie de profiter de chaque instant, de chaque moment ici. Non, pour moi ce qui a été sans doute le plus dur c'est d'avoir un rythme de travail décalé, de travailler de nuit alors que tout le groupe travaille bah, plutôt la journée et du coup ça c'est imposé par le travail sur le lidar qui est un instrument vraiment très sensible puisqu'on veut détecter des photons, donc de la lumière qui provient de plus de 40 km d'altitude. Donc en fait bah, pour la mesurer il faut vraiment qu'il fasse nuit, sinon sinon en fait on va être perdu par la lumière du soleil, on va être noyé dedans. Du coup les mesures ne se font que de nuit et donc en fait bah, en Antarctique à Dumont-d'Urville les nuits elles vont jusqu'à 22 heures d'affilée
au plus profond de l'hiver, autour du 21 juin. Et donc forcément c'est compliqué parce que on vit en décalé, on est très fatigué parce qu'on enchaîne les journées de travail, enfin les nuits de travail en l'occurrence. J'ai enchaîné beaucoup de nuits de travail quand il fait beau, puisque je suis très dépendant de la météo aussi. Je peux pas traverser les nuages, ça marche pas. Donc en fait, il faut vraiment qu'il fasse beau. Et du coup, quand on enchaîne les tempêtes, on va essayer de compenser ça avec des semaines où il fait beau. On va travailler tous les jours de la semaine et si possible le maximum d'heures possible pour pouvoir engranger le maximum de données possible. Et ça, forcément, c'est très très fatigant. Enchaîner 20 heures, puis aller se coucher pour 4 heures et reprendre le travail directement en se levant juste derrière. C'est éreintant. Et je pense que jusqu'ici, en fait, avant de venir, j'avais jamais vraiment connu ce que c'est que la fatigue. Et du coup, ça a forcément créé une phase au plus cœur de l'hiver un petit peu compliquée à vivre. Mais en fait, on peut vraiment compter sur les amis, les collègues ici parce qu'en fait ils sont présents et en fait quand ça va pas trop, même physiquement en fait, parce que ça peut être un peu difficile d'enchaîner avec autant de fatigue, mais en fait il y a toujours des personnes qui sont vigilantes et qui vont nous dire de nous arrêter et on connaît vraiment ses limites qu'en les ayant dépassées et en ayant vu que c'était trop. Et moi c'est un peu ce que je suis venu chercher ici aussi, en testant les limites et en voyant de quoi je suis fait. Et en fait en rentrant, je pense que ce truc là ça va être vraiment essentiel pour moi. Je vais pouvoir je me connais vraiment beaucoup mieux maintenant et je sais ce que c'est que de la fatigue et je saurai quand est-ce que je dois m'arrêter et quand est-ce que je vais trop loin. Et ça c'est important en fait. Et c'est même essentiel. Et donc voilà, tout ça permet de tirer des belles conclusions et ouais, voilà, moi j'en sors grandi de cette histoire-là. Donc même si je pense que c'est vraiment dans le plus dur, dans les moments les plus durs qu'on apprend le plus. Et en venant ici, c'est vraiment exactement ce que je suis venu chercher. Donc oui, c'est pas toujours facile, mais en fait on fait avec et même on apprend quoi. Et ça c'est chouette. Ouais, et surtout, je pense que en plus d'être déconnecté physiquement de tout ce que tu connais d'avant, t'es aussi déconnecté au niveau d'internet. Donc il y a des choses que tu as peut-être même oublié que ça existe. Bon, le fromage du coup c'est pas ta tasse de thé, mais il y a peut-être des choses t'as oublié le goût. Et quand tu vas revenir en France, tu vas te dire waouh, mais comment j'ai pu m'en passer? Moi, ça m'est arrivé en revenant du Sénégal. Et pourtant, je n'étais pas autant déconnecté que toi, mais il y a des choses qu'on oublie. Et c'est quand on les retrouve qu'on se dit ah mais ça m'a trop manqué en fait. On le réalise pas sur place. Tu parlais du travail et du fait que tu travaillais beaucoup. Donc déjà, je trouve ça marrant, quelqu'un du lycée Clémenceau de Nantes qui disent qu'ils connaissent pas la vraie fatigue. Donc ça dit à quel point tu as dû être fatigué. Une fois que tu as fini de travailler, qu'est-ce que tu pouvais faire pour te détendre une fois que tu as fini ta semaine de beau temps et du coup de travailler toutes les nuits? Qu'est-ce que tu faisais de la semaine? Tu partais juste te balader sur tes 3 kilomètres ou il y avait d'autres choses? Ou c'est vraiment que des relations humaines pour se détendre? Alors il n'y a pas de terrain de basket. Alors ouais, il y a pas de terrain de basket, mais par contre oui, il y a une place importante que moi je donne en tout cas au sport parce que en fait le sport c'est vraiment une échappatoire, c'est un moyen de réaligner un peu les choses dans la tête et en fait pour moi c'est assez essentiel. Alors ça veut pas dire faire énormément de sport, mais de temps en temps ça fait du bien, bien dans son corps, bien dans sa tête. Et du coup ouais, ça c'est important. Après à côté de ça, il y a quand même pas mal de choses à faire, mais en fait c'est des choses assez banales, mine de rien. C'est presque revenir à l'essentiel en fait. C'est du coup ouais, il y a beaucoup de relations humaines, on passe du temps à discuter, on passe du temps ensemble sans discuter aussi, on regarde des films, on se balade, on prend du temps pour soi aussi, où on peut se retrouver un petit peu tout seul, lire un bouquin. Moi ici j'ai appris à tricoter, fabriquer des petits objets avec le menuisier par exemple. C'est des choses vraiment sympathiques. Donc voilà, c'est ça un petit peu les occupations qu'on peut trouver. Alors il y a aussi du coup la volonté quand même de communiquer sur ce que je fais, donc la rédaction d'articles pour mon blog ou pour d'autres. Et ça prend un petit peu de temps aussi. Et puis moi il y a quelque chose qui me plaît vraiment, c'est de faire des photos.
Du coup, en venant ici, j'avais vraiment envie de faire des photos. Et moi, ce qui me plaît le plus ici pour faire des photos, c'est vraiment les aurores australes. En fait, c'est un spectacle magnifique qui est donné par la nature. C'est quelque chose de très très fort, avec des lumières qui dansent dans le ciel et qui pleines de couleurs. En fait, virevoltent par-dessus une voie lactée très très bien définie avec énormément d'étoiles. Le ciel est quand même assez pur ici. Moi j'ai adoré prendre des photos des aurores et puis apprendre, m'améliorer, faire des timelapses. Il y a quand même un point particulier, c'est que les aurores c'est bien joli, mais il y a toujours cette ambivalence où on veut rester profiter du spectacle. Des spectacles on en a eu quelques-uns, des trucs où à l'œil nu c'était juste incroyable et bien mieux encore que les photos parce qu'il y avait des couleurs qui dansaient dans le ciel et avec des intensités mais incroyables et ça c'était magnifique. Mais du coup ouais, il y a toujours cette ambivalence où on veut rester profiter et en fait on reste mais il fait froid parce qu'en fait il fait -30 ressenti jusqu'à -50 quasiment. Pour faire des photos t'enlèves tes gants pour pouvoir déclencher ou régler sur l'écran tactile et en fait c'est la pire erreur à faire parce que du coup le sang arrête de circuler dans les mains et ou alors le bout du nez ou les orteils, tout ça c'est des endroits où on peut avoir froid et en fait on pourrait se dire que quand on revient au chaud, quand on va boire un petit thé après la sensation de chaleur va être agréable. En fait c'est vraiment tout le contraire parce que du coup quand le sang commence à recirculer dans les doigts, c'est l'une des pires douleurs que j'ai connues. En fait c'est une douleur où on a envie de pleurer tellement on a mal parce que du coup le sang circule et c'est vraiment horrible. Mais en vrai vu le spectacle ça vaut vraiment le coup et du coup moi ma technique c'était vraiment de lancer des timelapses où je passe 10 minutes où j'ai froid pour déclencher, faire tous les réglages, mais après du coup je laisse tourner l'appareil photo dehors et puis je regarde le résultat 3-4 heures plus tard et du coup ça fait des jolis timelapses et ça c'est parmi les plus belles choses que j'ai pu voir. Alors évidemment qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi aller voir la faune locale et donc là on va accompagner Coralie ou Servane qui vont sur la colonie de Manchot-Empereur parce que c'est les seuls animaux l'hiver qui sont présents et du coup on va aller passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures sur la colonie pour les accompagner et puis les aider dans leur protocole ou juste leur tenir compagnie. Et en fait du coup c'est des spectacles magnifiques où on va avoir les animaux à quelques dizaines de mètres et voilà on profite du spectacle et on fait des photos aussi mais moi j'en garde des souvenirs merveilleux où un manchot va être un peu curieux et va s'approcher un petit peu et du coup il va être à quelques mètres de nous et évidemment on fait très attention à ne pas les déranger ou quoi que ce soit mais on profite vraiment du moment et c'est des oiseaux majestueux, c'est vraiment très 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 beau et après il y a la naissance des poussins, c'est juste magnifique de les voir tout petits, très très braves face au froid. En fait on se demande comment la nature arrive à réussir à s'implanter, la vie à s'implanter ici quoi, c'est vraiment dingue. Ce mercredi 8 novembre 2023, c'est le jour de la sortie de l'épisode en tout cas, et c'est aussi le premier jour du One Planet Polar Summit qui a pour objectif de sauver notre banquise. La banquise va mal, comme je le disais dans l'introduction, et dans chaque épisode que je fais de Papa, Maman, tout va bien, on me parle de réchauffement climatique. Est-ce que toi tu vois, ou bien est-ce qu'on t'a dit des choses sur ce réchauffement climatique qui atteint le pôle sud ? Alors sur le réchauffement climatique, c'est toujours assez délicat de parler de ce sujet-là parce qu'en fait, avec nos sens, on peut toujours voir des choses et tirer nos propres conclusions, mais en fait, il faut pas confondre météo et climat. Et il y a le réchauffement climatique. Bon, ici il fait -10, -20, -30, donc réchauffement climatique, c'est toujours délicat aussi de le dire les choses comme ça, mais en fait, le dérèglement climatique, il est présent, il est présent, c'est sûr. Voilà, on n'a pas une vision globale sur tout l'Antarctique. Ici, on a une vision sur un petit carré de 3 km par 3. En fait, c'est ça notre espace de jeu durant l'hiver, en gros. Et du coup, c'est un petit peu difficile
de conclure sur ce point-là. Alors oui, on a eu beaucoup de tempêtes cette année, on a vraiment eu beaucoup de tempêtes, on en a eu 25 jusqu'ici. Donc une tempête, ici, elle est définie comme plus de 50 nœuds de vent, donc à peu près 90 km/h, pendant 3 heures consécutives, en vitesse de vent moyen. Donc c'est vraiment pas mal déjà. Et du coup on en a eu 25, dont certaines qui ont duré presque 48 heures. Donc c'est vraiment énorme. Et en fait ça a pour conséquence de potentiellement tuer beaucoup de poussins empereurs. Typiquement cette année il y a une grosse mortalité de poussins empereurs, mais après tirer des conclusions là-dessus et dire c'est ça qui a causé la mort, c'est toujours difficile. Et du coup là il y a besoin du processus scientifique, mais en fait le processus scientifique c'est long, on a besoin d'accumuler beaucoup de données sur plusieurs dizaines d'années pour ensuite tirer des tendances. Et donc le dérèglement climatique, on peut pas en une année, moi ce que j'ai vu ici en fait c'est tellement éloigné de ma normalité en métropole qu'en fait ok c'est devenu ma normalité, mais du coup est-ce que c'est difficile, je trouve ça assez difficile de dire ouais ça c'est pas normal ce qui se passe, c'est ça le dérèglement climatique. Non en fait je peux pas le dire, et donc pour ça il faut des instruments, il faut des capteurs, il faut des mesures, et c'est pour ça qu'on est là en fait, c'est pour faire de la science correctement et pas de la science de comptoir où on va juste tirer nos propres conclusions avec nos propres observations à l'œil comme ça sans protocole. C'est pas comme ça qu'on peut faire. Et du coup oui en fait le One Planet Polar Summit c'est un grand moment qui du coup va se passer en France, où on va en fait rassembler la plupart des grands pays polaires, des grandes nations polaires, et pour se mettre autour de la table et discuter de qu'est-ce qu'on fait à l'avenir sur ces sujets-là. Ok, il y a le dérèglement climatique, mais en fait l'Antarctique c'est une terre vraiment essentielle pour comprendre ce qui se passe. C'est une terre qui a d'énormes enjeux, comme tu le disais dans ton introduction, 60 mètres d'élévation du niveau de la mer. En fait, si l'Antarctique fond, c'est énorme. Et donc en fait, c'est sur plusieurs siècles, mais quand même. Et donc voilà, il faut vraiment comprendre ce qui se passe ici, parce que ça peut avoir des conséquences irréversibles, et ça en a déjà. Donc les glaciers sont en danger, et pas que sur le reste du monde, en Antarctique aussi. Et l'érosion, avec le peu de banquise qu'il y a eu cette année, en fait ça peut favoriser l'érosion par l'océan, plus de tempêtes potentiellement. Et donc en fait du coup ça veut dire plus de glaciers qui vont se jeter dans l'eau, donc plus d'instabilité. Donc voilà, c'est assez compliqué quoi. Et du coup ouais, moi j'attends pas mal de ce One Planet Polar Summit, où en fait du coup c'est chouette, ça se passe en France, ça se passe à Paris, et du coup en fait moi j'aimerais que du coup la France s'engage à prendre des décisions fortes pour l'avenir du polaire en France, parce que scientifiquement on est quand même à la pointe sur ces sujets-là, et en fait ce serait bien qu'on le reste, et donc ça veut dire prendre des décisions, et j'espère vraiment que ça arrivera. Donc voilà pour ce sujet-là. Réponse très scientifique, merci beaucoup. Ta mission touche bientôt à sa fin, donc tu disais encore quelques semaines et il y a le premier bateau qui arrive. Quelle est la première chose que tu vas faire en revenant à la civilisation ? Donc tu as encore un long trajet avant d'arriver à la France, mais qu'est-ce que tu vas faire en premier, en deuxième, en troisième ? De quoi tu as hâte actuellement ? Alors, de quoi j'ai hâte actuellement ? En fait, oui, c'est vrai que là, le départ commence à approcher. Le premier avion, il atterrit jeudi prochain. Bon, comme on dit, pas de pronostic en Antarctique, donc voilà. Normalement, si tout va bien, le premier avion qui vient conclure nos 8 mois d'hivernage arrive jeudi prochain. Donc là, c'est au moment de la sortie de cet épisode. En fait, il est déjà arrivé. Normalement, on croise les doigts. Après il y a le premier bateau qui arrive 2 semaines plus tard, donc en fait voilà, la fin approche, et du coup le rythme un petit peu change sur la station, et donc ouais, le retour approche, et l'envie de rentrer aussi commence à se faire sentir. Donc moi je vais rentrer, je vais arriver normalement, si tout va bien, en métropole le 24 décembre, le matin à Paris, et donc en fait là ça va être la course pour rentrer chez mes parents en Bretagne pour aller fêter Noël en famille, retrouver ma famille, retrouver mon frère, ma sœur, mes parents et mes neveux, et voilà, que j'ai quitté il y a 14 mois et qui ont sans doute bien grandi. Et du coup j'ai vraiment hâte de retrouver mes proches, et puis de passer une semaine de vacances ensemble, pour revenir aussi à
à l'essentiel. En fait, la famille, c'est quand même la base et le fondement de beaucoup de choses, et c'est aussi en partie grâce à eux que je suis ici. Donc voilà, c'est un moment important pour moi de les retrouver. Je pense que j'ai aussi envie d'aller chez le coiffeur, peut-être, parce que bon là, 1 an de cheveux qui poussent, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai évidemment envie d'aller bronzer aussi à la plage, retrouver le soleil sur la peau. Bon, en décembre, c'est quand même pas facile. Mais en vrai, bon, ici on s'est baigné, et sur une autorisation exceptionnelle de la préfète en janvier dernier, et donc du coup ouais, pouvoir aller se baigner dans une eau à 8 degrés, alors que l'eau ici elle était à moins 1,8 degrés, ça me donne quand même très très envie. Et puis bon, je suis breton, hein, donc voilà, la mer c'est quand même important. Je pense que j'ai aussi envie, mais peut-être dans un second temps, d'aller retrouver mes amis que j'ai quittés aussi à 14 mois, et qui en fait m'ont laissé vivre mon aventure, et que en fait je sais très bien que quand je vais rentrer, on va se retrouver et ça sera tout pareil qu'avant, j'espère. Alors oui, j'ai peut-être changé avec cette expérience, et peut-être que ça va se ressentir dans ma relation à l'autre. Je m'en rends pas encore trop compte, parce que ici on évolue tous en même temps, mais du coup on n'est pas trop confronté à l'extérieur. Je pense que ça va faire bizarre de se confronter à ça, et du coup j'ai hâte de les retrouver, d'aller se faire un petit cinéma, se retrouver dans une salle obscure pour aller voir un film. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, et ça me manque vraiment. Et puis voilà, aller boire un verre, discuter, débriefer avec eux du film, ou de parler d'autres choses. Ça me manque. Ici on se raconte un peu toutes nos journées, tous les jours, mais en fait avoir des amis qui me racontent leur dernière année, ce qu'ils ont vécu, et puis même leurs derniers 15 jours depuis la dernière fois qu'on s'est vu, quand j'étais en métropole. Tout ça, c'est des moments que j'adore. Aller se mettre en terrasse et aller boire un verre, c'est vraiment chouette. Donc ça, ouais, ça j'ai vraiment hâte en rentrant de pouvoir revivre ça. C'est incroyable de se dire que toi, tu as vécu si loin et que tu été autant coupé du monde. C'est vraiment incroyable. Bon, Valentin, est-ce que papa, maman, tout va bien en Antarctique? Papa et maman, tout va bien en Antarctique. Merci beaucoup, Valentin. Bon, encore une expérience incroyable que j'ai eu l'occasion de vivre grâce à papa, maman, tout va bien. Valentin, il a une vie vraiment incroyable, complètement décalée de ce que nous, on a l'habitude de connaître. On dirait un peu qu'il sort d'un confinement et qu'il a vu personne pendant quelques semaines, sauf que là, on parle de quelques mois, plus d'1 an, et surtout qu'il n'a eu aucune connexion à Internet, en gros, depuis plus d'1 an. Donc je pense que le retour en France va être une sensation vraiment, vraiment étrange pour lui. Merci beaucoup à Valentin, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce podcast, qui m'ont fait des retours. Merci beaucoup à vous et bravo d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous vouliez que je creuse certaines questions. Vous pouvez le faire sur Instagram à papamamantoutva-bien ou bien par mail à papamamantoutva-bien@gmail.com. On se retrouve la semaine prochaine pour, je crois, un épisode bonus sur la transatlantique. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.